je distribuais mes flyers, des Antillais. Hein. Ils m'ont dit, ah, vous travaillez pour qui? Alors j'ai dit, pourquoi cette question? Ils m'ont dit, ah, ça c'est un blanc ça. J'ai dit, mais je comprends pas en fait votre raisonnement. Il m'a dit, mais non, un projet comme ça, c'est pas un Antillais qui fait ça. Ok. On dit, ok, waouh. Tu vois, là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Pourquoi un Antillais, pourquoi un Guadeloupéen, un Martiniquais, je sais pas, ne peut pas créer ce genre de projet? On se minimise tellement. Je suis Mehdi, diagnostiqueur immobilier et fondateur de la société Repère Plus. Nous réalisons les diagnostics immobiliers nécessaires dans le cadre de la transaction immobilière, que ce soit avant la vente, avant la location, avant rénovation ou avant démolition. Nous sommes là pour vous aider à prendre conscience de l'obligation de réaliser ces diagnostics immobiliers, à anticiper leur réalisation tout en prévoyant un budget à cet effet. Les diagnostics immobiliers sont indispensables afin de relever les éléments nuisibles ou dangereux pour le futur occupant. Un diagnostic immobilier mettant en évidence des points inquiétants peut vous emmener à baisser le prix de vente de votre bien ou à baisser le loyer que vous souhaitez réellement percevoir. Imaginez perdre votre temps à vouloir vendre ou mettre en location un bien qui, par la présence d'anomalies électriques, la présence de termites ou d'amiante, a du mal à trouver preneur. C'est une situation frustrante, non? Grâce à Repère Plus, vous bénéficiez de conseils pratiques afin d'anticiper le passage du diagnostiqueur et à réaliser des travaux afin qu'il n'y ait pas de point bloquant dans votre diagnostic immobilier. Afin de préparer votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils avisés et bien évidemment un devis gratuit. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une experte dans son domaine, dans la conciergerie. Nous avons aujourd'hui Jessica Lamoureux. Comment vas-tu, Jessica? Très bien, je te remercie. Et toi? Ça va très bien. Ah ouais. Pour commencer, Jessica, je voudrais que tu nous parles de toi. J'ai pu voir au tout début que tu étais diplômée d'état d'aide médico-psychologique spécialisée en analyse appliquée du comportement. Explique-moi cette casquette. Oui. Alors, tout d'abord, j'ai fait mes études dans l'Hexagone, en métropole. J'ai eu mon diplôme en 2008. Et suite à ce diplôme, en fait, je suis venue définitivement en Guadeloupe. C'était très compliqué au tout début parce que, étant originaire de la Basse-Terre de Saint-Claude, il n'y avait pas beaucoup de postes à pourvoir en CDI. Et du coup, je faisais beaucoup de remplacements. Donc dans des établissements, principalement des IME, Instituts médico-éducatifs. D'accord. Donc avec des personnes en situation de handicap assez lourd. Donc voilà, en gros, c'était ça. Donc j'étais pas encore spécialisée en ABA. Enfin, ABA, c'est le sigle en anglais. Ok. Mais en français, c'est analyse appliquée du comportement. Donc ça, c'est venu vraiment après. Ma spécialisation est venue après. Mais avant, c'était vraiment remplacement par-ci, par-là, à Gourbert, à Saint-Claude, à Baïf. Mais c'était vraiment pas stable du tout, donc c'était pas intéressant pour moi. D'accord. Et après, j'ai pris la décision de déménager et d'aller sur la Grande Terre. Et là, un CDI dans un établissement expérimental, qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'on a dépassé les 5 ans. Enfin, ils ont dépassé les 5 ans parce que j'y suis plus. Ok. Expérimental pour l'accueil d'enfants autistes. Ok. Voilà, d'enfants, de jeunes, on va dire, de 3 à 20 ans. Et là, je me suis spécialisée, j'ai passé une formation de spécialisation en analyse appliquée du comportement. Et là, en fait, cette spécialisation, elle s'applique vraiment à tout le monde. En fait, elle ne s'applique pas qu'à mon métier. Je peux même l'appliquer avec toi, avec mes enfants. Tu peux l'appliquer dans des entreprises. En fait, c'est vraiment l'analyse d'un comportement. D'accord. C'est analyser un comportement, et alors que ce soit dans le cadre d'un apprentissage, par exemple, ou d'un changement de comportement, on applique certaines méthodes. Voilà. D'accord. Ça t'aide justement dans ton business ou pas? Oui. Je pense que si. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce que de toute façon, je suis constamment dans l'analyse de la personne. Ouais, d'accord. Et ça m'aide. Ça m'aide énormément. Alors, ça m'aide, oui et non. Oui, parce que quand je pense aux bases de mon métier, du coup, c'est parfait. Mais avant, parce que plus maintenant, quand je laissais place à l'émotion, du coup, j'avais pas cette analyse correcte.
Oui, Voilà, j'imagine. voilà, tout simplement. Mais Et sinon t'as fait aujourd'hui, en laissant les émotions de côté dans le business, je reste focalisée vraiment sur l'analyse des choses, j'observe, je quantifie et après je passe à l'étape supérieure. D'accord, Voilà. ok, top. Ben justement, ton business, c'est la conciergerie. En fait, tu es directrice générale de J'aime louer et conciergerie. Et ça, depuis combien de temps, en fait, que tu es directrice de cet établissement? Alors, j'étais salariée et j'ai ouvert ma société en étant salariée. Ok, c'est bien. Dans ce même établissement. J'avais demandé une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée puisqu'il voulait absolument que je reste, etc., que je fasse... C'était pas mon objectif. Et alors, manque de peau, j'ai la maladie qui m'a touchée, donc je n'ai pas pu poursuivre mon métier dans le médico-social. Et puis en 2017, j'ai ouvert ma société en 2017. Ok. Donc je faisais mon travail de 8h à 16h, plus j'enchaînais la promotion de la société, donc qui s'appelait à l'époque J'aime louer, tout court. Ok. Voilà. Et justement, à l'époque, ça s'appelait J'aime louer parce que tu étais plus Alors, c'était focus pas sur quoi? parce que c'était pas du tout ce concept-là. Ben, explique-moi le concept. Alors, en fait, à l'époque et aujourd'hui. Et voilà. Ouais. En fait, on est dans deux mondes. Alors, différents, oui et non. On est toujours dans de la location. Ok. Mais on est plus là maintenant, location immobilier tourisme, alors qu'avant, c'était location tout type de biens. Voilà. Donc, le projet, en fait, au tout début, c'était lorsque le père de mes enfants m'avait offert un vélo. Donc, c'est toujours la petite histoire que je raconte. Hein. Il m'avait offert un vélo que j'utilisais pratiquement jamais, alors que j'avais absolument envie d'avoir le siège enfant à l'arrière pour aller faire des balades en vélo avec notre fille et tout. Mais en fait, j'utilisais jamais le vélo. Donc, il était dans le salon, il se prenait la poussière et c'était plus encombrant qu'autre chose. Et à ce moment-là, on avait aussi besoin d'argent. Voilà, les fins de mois étaient compliquées, c'était dur. Et en fait, on cherchait tout le temps des solutions de se faire un peu de sous. D'accord. On avait créé une page à l'époque, Jardidio, on faisait des jardinages chez les gens, etc. Okay. Et on s'était dit, mais il faut vraiment qu'on crée quelque chose parce qu'on a besoin d'argent et il y a des choses chez nous, ça se trouve qu'on peut vendre ou louer. En fait, j'ai dit ça comme ça. Ouais. Et quand j'ai dit ou louer, j'ai dit, en fait, oui. Et là, j'ai tapé en fait, sur Internet, ça existait déjà dans l'Hexagone, de louer tout type de biens. Voilà, c'était quelque chose de très répandu déjà sur la métropole, enfin sur l'Hexagone. Et puis je me suis dit, nous on a besoin d'argent, on peut aussi louer. Ah oui, et puis la chose aussi c'est que on avait besoin d'un nettoyeur haute pression là, pour la maison. Et j'arrivais pas à en trouver, en fait je voulais pas en acheter un, juste pour une fois de temps en temps. Ouais. Mon voisin il en avait pas, le propriétaire il en avait pas. Et je me suis dit, mais même ça je serais capable de le louer juste un week-end. Et c'est venu comme ça en fait. Donc j'ai créé J'aime louer. Donc c'était un site de mise en relation entre particuliers et professionnels. D'accord. De tout type de biens. Donc en fait c'était un site internet où tu pouvais, tu mettais ton annonce, une poussette, une bétonnière, un vélo, une maison à louer, une voiture. Il y avait des gens qui louaient leur voiture sur mon site. Voilà. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien, mais ça a eu, dès le départ, Interentreprise avec France7 Rosamont, j'ai eu vraiment de très bons retours au niveau de la presse, etc. Radio aussi. Mais en fait, dans la mentalité en Guadeloupe, prêter ou louer quelque chose qui nous appartient, c'est pas trop... D'accord. Voilà. Là-bas, ça fonctionne. Mais ici, il faut vraiment inciter les gens à déposer. Donc, on a fait le salon du tourisme et des loisirs, où là, on a eu un bel impact puisque les gens passaient et du coup, on pouvait expliquer le concept. Et là, enfin, on avait des personnes qui comprenaient, qui avaient caution, etc. Et ça commençait, entre guillemets, à démarrer, mais c'était trop lent parce qu'en fait, on avait une très forte demande de location, mais très peu de dépôt d'annonces. D'accord. Donc, il y avait une forte demande, mais pas assez d'offres, tout simplement. Donc, c'était le gros problème. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le Covid.
Ok. Voilà. Et le Covid a fait que les gens, ils n'avaient pas envie de louer quoi que ce soit. Ah oui, Donc, voilà. imaginons que, ouais. Donc le J'aime louer partie 1 s'est éteint, Ok. à mon plus grand désespoir. Et en fait, comme j'aime bien la difficulté, Ok. je dis comme ça, mais en général, je dis plutôt différent. J'aime bien quand c'est... En fait, ça te fait grandir. Voilà, aussi, ça me fait grandir. Et c'est vrai que le Covid, en fait, je me suis dit, mais tout le monde se plaint. Parce que moi, j'aime pas trop la plainte. Tout le monde se plaint, en fait, qu'on est enfermé, etc. Moi, j'ai passé un Covid, alors pour ma part, hein, c'est vrai que j'ai pas perdu de proches, etc. Mais j'ai passé un Covid excellent. Dans quel J'ai sens? bien mangé. T'as bien mangé. J'ai fait des bons plats. Ok. On bougeait aux alentours, bon, pas trop loin, mais voilà. J'ai passé franchement, j'ai pris du temps avec mes enfants. Ouais. J'ai passé mais en fait, je voyais les choses de manière positive. Bon, on avait peur parce qu'on avait peur que ce truc-là arrive sur nous, mais quand j'ai compris que c'était la grosse mascarade pour moi en tout cas, franchement, j'ai passé un super Covid. Et de ce Covid-là où je me suis dit tout le monde enfermé, personne ne fait rien, justement, fais quelque chose. Et c'est pendant la période du Covid que j'ai créé J'aime louer conciergerie. Voilà. À partir de quel constat? Constat du coup qu'on est enfermé. Alors déjà, je voulais garder quand même la partie de la location pour moi. Et de toute façon, dans l'objet social de la société, dès le début, je savais que après cette partie-là de J'aime louer voilà, je voulais de toute façon découler d'une autre manière que ce soit dans le tourisme immobilier. Parce que dans l'objet social, j'avais fait en sorte que ça soit vraiment ouvert à tout type de location et je voulais de toute façon me rapprocher de tout ce qui est l'immobilier, dans tous les cas. Parce que tu apprécies justement l'immobilier, les maisons en soi. Ah oui, moi c'est... de base, j'aime recevoir. Ok. Je suis quelqu'un qui aime recevoir. J'aime énormément ça. Quand j'étais plus jeune, on me disait toujours que t'aimes trop accueillir. Voilà. C'est quelque chose de très important. Quand les personnes viennent chez moi, qu'elles soient aux petits soins, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Organiser des événements. Alors, on me disait toujours, mais pourquoi tu fais pas organisatrice d'événements? Mais c'était pas vraiment ça, parce que là c'est quand même assez lourd, quand même, c'est prenant. Ouais, mais c'est pas ça, c'est vraiment rencontrer, parce que j'aime aussi m'exprimer, parler avec du monde, j'aime voyager, donc en fait il fallait que je trouve un mix entre tout ça. C'était la conciergerie pour moi, vraiment. D'accord, ok. Au moins tu accueilles les touristes dans différents logements. Dans différents logements, et puis la période du Covid faisait que justement les gens voulaient sortir de chez eux. Et on n'avait pas le droit, on devait rester enfermé, etc. Et après, alors du coup, j'ai travaillé en fait le projet concrètement, le dossier, etc. pendant la période du Covid. Et quand il y a eu les déconfinements, etc., c'est là que j'ai commencé à rencontrer du coup des personnes qui m'ont contacté. Et cette première personne d'ailleurs, au Café Papier, on a très très bien échangé. Et, c'était ma première cliente. Et de la première cliente, j'en ai eu 20 après d'un coup. Ok, d'un coup. Rapidement. Ok. En moins de 3 mois. Ah ouais, tac, mais par recommandation, comment en fait tu t'es prise Oui, ça a été très vite. Recommandation, et puis il y a eu une demande en fait. Il y a eu vraiment une forte demande, donc du coup, on n'était pas beaucoup à cette période-là, en Guadeloupe en tout cas. En termes de conciergerie, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait certaines que je connaissais en catégorie luxe. Ok. Voilà. Avec qui d'ailleurs j'ai collaboré beaucoup parce que quand elle avait plus de place dans ces villes-là, elle m'envoyait ses clients et moi inversement, quand ça correspondait pas à ce que j'avais dans mon parc locatif, je lui renvoyais. Donc ça, c'était une petite collaboration qu'on avait entre nous, mais on n'était pas nombreux à cette époque-là. Donc il y avait vraiment une demande de s'occuper en fait du bien, du logement du propriétaire. D'accord. Donc en fait, en gros, et puis comme J'aime louer existait déjà, j'ai juste rebalancé la com sur le fait que ce soit de la conciergerie. Et là, on m'a dit « Ah, trop bien !» Tout de suite « Ah, trop bien, c'est trop génial, j'ai besoin !» D'accord. En fait, si j'ai bien compris, les propriétaires avaient ce besoin que quelqu'un puisse... De déléguer entièrement en fait, la location. Oui, parce qu'en fait, le Covid, il y a eu un impact quand même assez important sur pas mal de choses. Et beaucoup de gens ont voulu du coup, se retourner sur la location de courte durée parce qu'il y a eu des pertes d'emploi.
Donc, ce qui fait que beaucoup payaient plus leur loyer. C'est ça, il y a eu des Les propriétaires ne voulaient plus avoir affaire à des personnes sur le long terme. Donc, passer en courte durée, c'est un petit peu plus intéressant aussi en termes de revenus. Donc, franchement, sincèrement, j'ai même pas eu besoin de faire de la grosse communication. Ouais, c'est de la recommandation. Il est arrivé aussi au bon moment, je pense. Je suis arrivée au bon moment et puis ma première cliente, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, de très bons avis sur les plateformes par rapport à son premier logement. Elle a parlé de moi à un autre client. Bon, lui, ça s'est très mal passé, mais bon, c'est comme ça que j'ai eu d'autres... Tu t'améliores, tu réajustes... que je m'améliore et puis que je me renforce aussi parce que quand tu tombes sur un client qui est très récalcitrant ou très négatif, qui absorbe des énergies négatives, c'est compliqué. Mais en tout cas, cette première cliente, on a découlé d'un autre. Et ça s'est fait comme ça en fait. Mais vraiment, je te dis, rapidement. D'accord. Et ma mère m'avait toujours dit, tu verras, tu seras dépassée par, entre guillemets, ton succès. Bon, c'était sa phrase. Moi, non, ça ira. Et en fait, ça a été vraiment très très vite. À tel point que ça a été trop. C'est-à-dire que d'un coup, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Oui, mais en fait, c'est pas bon en fait de dire oui tout le temps. D'accord. Il faut savoir dire non. Donc aujourd'hui, oui, je dis largement non. Okay. Mais on est tellement content d'avoir un premier client, un deuxième, un troisième. C'est ça, exact. De se dire que ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce que juste avant, en fait, il y avait entre guillemets cet échec où j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais aller. Et au final, quand tu vois que là, en 3 mois, ça tout pète, tu te dis, bah non, tu peux pas dire non. Et en fait, si, il faut dire non. Sinon, tu te retrouves très rapidement débordé. Très débordé. Tu fais appel à des partenaires. Il faut gérer ça aussi. Oui. Parce que c'est pas forcément les bons partenaires. Alors, pas forcément qu'ils soient pas bons, hein. Mais en tout cas, dans le terme de la conciergerie, le ménage, c'est le poste le plus important. D'accord. Et c'est vrai que faire appel à des prestataires de ménage en Guadeloupe, lorsqu'ils sont... ils sont pas formés en fait pour la conciergerie. Ils sont formés pour, la plupart en Guadeloupe, pour nettoyer chez des particuliers, à des heures bien précises, tel client, lui il a besoin de 2 fois par semaine, ou lui c'est... Okay. Voilà. Mais la conciergerie, il faut être en fait très souple et flexible. Ok. Même si je fournissais un planning, mais il faut quand même être flexible. D'accord. Parce qu'un client peut partir finalement plus tôt, et finalement un autre client peut demander d'arriver plus tôt. Donc en fait, moi je gère la partie du client, mais la partie ménage, en fait, il faut qu'on soit en accord. C'est-à-dire, exact. Voilà, il faut qu'on soit en accord parce que ça peut arranger mon client. Parce que le principal, la personne pour qui on doit avoir plus d'attention, c'est le client. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu fais appel à plusieurs personnes intermédiaires, c'est compliqué. Parce qu'ils ne comprennent pas que ma priorité, c'est mon client. D'accord. Voilà. Et en fait, quand tu as communiqué justement, déjà avant de te poser cette question, à part le nettoyage, en fait, quels sont les autres services que tu prends en charge dans ta conciergerie? Tout. C'est-à-dire que à partir du moment, en fait, je suis passée par tout. C'est-à-dire que j'ai une cliente, pareil, le monsieur sortait de son logement de longue durée. Elle m'a dit qu'elle voulait passer. Donc, par contre, c'était en nu. Donc pas de meubles. Donc pareil, dans la prestation, je l'ai aidé à meubler entièrement son bien. Ah oui, d'accord. Accompagner la personne dans l'achat des meubles, qu'est-ce qui serait mieux, les couleurs, le tissu, les matières. Ça fait partie aussi des propositions que je fais et que j'ai déjà faites. Donc ça, c'est vraiment tout, la création des annonces, la refonte d'une annonce. D'accord. En fait, absolument. Prise de photos. Oui, prise de photos. Alors, prise de photos, je le fais, parce que maintenant, je pense que je sais comment faire des photos. Mais si il faut faire appel à un professionnel, je le fais aussi. Il y a une personne qui passe souvent
il est de Martinique, mais il passe souvent en Guadeloupe pour faire des photos professionnelles, spécialement conciergerie, Airbnb, etc. Donc, si besoin, à l'avance, on prend rendez-vous et ça se passe comme ça. Mais en général, maintenant, avec un iPhone, un téléphone, tu peux faire de très très belles photos. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, ton client, il est vraiment déchargé à 100%. De cette charge locative. Il y a ceux qui veulent quand même avoir un regard, c'est-à-dire par exemple sur répondre aux clients. Ou j'en avais un particulièrement qui aimait bien en fait faire lui-même les contrats en direct. Ça me dérange pas, hein, parce que de toute façon c'est une collaboration. Ça je dis toujours en fait. Les gens qui veulent de moi, c'est une collaboration. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on signe un contrat qu'en fait, il est complètement déchargé. Pas totalement. C'est-à-dire qu'il est déchargé à 90%. C'est déjà beaucoup. Les 10% restants, c'est communiquer avec moi. C'est important parce que tu habites en métropole ou en Afrique ou aux États-Unis ou même ici, il faut que tu puisses être quand même réactif dans le retour de réponse. Ça, c'est très important parce que ce ne sont pas mes logements. Même si je les considère comme les miens parce que j'en prends soin, je ne suis pas la propriétaire de ces logements-là. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe dans le logement, il faut que la personne puisse réagir rapidement. Un exemple, une clim qui tombe en panne, je ne peux pas prendre la décision de valider un devis de changement de clim pour une 12 000 BTU ou une 9 000 BTU. C'est au propriétaire. C'est au propriétaire. Donc, si à ce moment-là, le propriétaire, il prend 10 ans pour me répondre, alors que le locataire qui est ici, il a chaud et on est en Guadeloupe, non. Donc, les 10% en fait que le propriétaire a, c'est simplement collaborer en fait avec moi quand il faut être disponible, qu'ils comprennent aussi le chemin vers lequel moi je veux aller. Ok. Donc ça c'est en amont, c'est avant de signer. Par contre je m'assure maintenant, parce qu'avant je ne faisais pas. Maintenant je m'assure qu'on soit dans la même direction, c'est-à-dire le bien-être du client. Voilà, c'est important, c'est la priorité et ne pas se dire que on leur laisse des choses sommaires et puis ils se débrouilleront. Non, c'est pas ma conception en tout cas, parce que ça existe. Hein. Oui, j'ai déjà eu des appels de propriétaires. Cette dame-là, je crois que ça me marquera toute ma vie. Elle m'appelle, elle me dit oui, j'ai vu vos avis sur Google. On va travailler ensemble. Alors je lui dis excusez-moi, déjà en gros c'est pas comme ça, j'ai pas dit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On va discuter, etc. pour que je puisse comprendre quelles sont vos attentes. C'est bien. C'est très important. Et en fait, moi, je passe beaucoup plus de temps à discuter avec la personne avant même des fois de savoir le bien. Ok. Pourquoi ? Parce que la dame, elle voulait pas du tout mettre de drap sur les lits. Okay. Elle disait que les clients devaient arriver avec leur sac à dos ou leur valise, avec leurs draps et leurs serviettes. Ah bon, ok. Oui. Sauf que ça existe vraiment, même en Guadeloupe. Hein. Ok. Ça existe. Des personnes qui, ils laissent le logement et puis voilà. J'ai déjà vu des personnes, des clients qui me disent « Waouh, Jessica, super !» Moi, c'est ça que j'aime entendre. « Waouh !» Quand ils arrivent, « Waouh, ah ouais, c'est même mieux que sur les photos. » Voilà. Ils me disent « Ah, nos lits sont faits. » Oui. Et oui, les lits sont faits. Mais oui, des fois, il y a des services qui sont pas complets pour moi. Et ça, c'est pas possible. Donc, les 10% de travail pour le propriétaire, c'est de rester en communication avec moi. Mais tout le reste, il n'a rien à faire. Voilà. Des fois, il ne sait même pas quel client est passé, s'il y a eu un souci ou pas. Les petits soucis du quotidien, je vais les gérer. Voilà, c'est ça, les petits soucis. Ouais. Oui, tout ce qui est petits soucis du quotidien, un canapé qui est taché, des choses comme ça, il ne saura même pas tout ça. Mais tout ce qui est vraiment lié au bâti et puis au gros, une grosse télé, des choses comme ça, ou la baie vitrée, je sais pas, des choses comme ça, je suis obligée. D'accord, voilà. Ok. Et justement, pour revenir en fait à tes prestataires, tu parlais en fait de la flexibilité qu'ils devaient avoir. Mais est-ce que justement ces prestataires, est-ce qu'ils connaissent réellement le concept d'une conciergerie ou d'une location touristique? Parce que... Alors oui, ils connaissent en tant que client locataire. Donc c'est-à-dire c'est facile de se dire oui, on connaît Airbnb, Booking, etc. On a déjà loué.
Mais il faut se mettre dans la peau en fait du backstage. Quand tu es la préparation en fait de l'arrivée d'un client, c'est quelque chose. Ouais, faut être disponible. Et en fait, les derniers prestataires avec qui là, franchement, je me suis dit Jessica, stop. Je ne veux plus. Pour l'instant, je peux plus. Là, c'était la catastrophe. Je sais que c'est difficile de manager du monde de base. Je sais que dans le monde du ménage, de l'entretien, c'est encore plus compliqué parce que c'est pas un métier qui est valorisant et valorisé. Et du coup, ça tourne beaucoup parce que c'est un métier de bouche, c'est pour nourrir ta famille. Voilà, tu fais ça, moi je l'ai fait. Plus jeune, j'allais faire des jobs de nettoyer chez des gens en particulier. Donc, ces métiers-là, c'est un turnover. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps dans leur entreprise. C'est jamais les mêmes. Et moi, je peux pas en fait former à chaque fois quelqu'un. Parce que un logement, il faut que je forme la personne. Je suis obligée. Donc quand je prends une entreprise de prestation de ménage, si j'ai 20 logements, il faut que je les forme dans les 20 logements. Ah, c'est dur. Voilà, donc on vient dans chaque logement, je leur explique le fonctionnement, la cafetière, attention, on retire les dosettes, le fonctionnement de tout le logement parce que c'est pas un ménage de chez monsieur ou madame en fait, c'est vraiment un ménage minutieux. D'accord. Par exemple quoi comme... Alors je parle vraiment pour ma conciergerie, parce que je sais pas comment fonctionnent les autres, mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment que le ménage soit parfait. Je ne vise que du 10 sur 10 sur Booking ou que du 5 étoiles sur Airbnb. C'est tout, je veux pas d'autres notes en propreté. D'accord, tu repasses parfois après tes prestataires pour vérifier alors, si malheureusement, j'étais obligée. Ouais, ok. J'étais très obligée parce que... Alors, on va pas donner des détails dégoûtants, mais quand on ouvre une poubelle de salle de bain, elle est vide, la poubelle, mais que sur le couvercle intérieur, on voit une protection hygiénique usagée collée, alors que les clients sont censés arriver dans quelques minutes. Heureusement que j'ai l'état d'esprit de jeter un œil sur les choses les plus importantes, me baisser sous le lit, etc. Sinon, on retrouve des choses. Et ça, c'est pour moi... C'est quand même pas normal parce que même s'ils connaissent pas, enfin ils sont pas, comment dirais-je, tout ce qui est flexibilité, c'est pas trop leur domaine, mais au moins de se dire on va jusqu'au bout des choses. C'est ça. On va jusqu'au bout des choses dans ce qu'on fait. Enfin en tout cas, je vais faire un ménage quelque part, je m'assure quand même que le principal soit fait. Après, il y a des choses, je peux comprendre. Moi, j'ai mes automatismes, passer derrière la télé un chiffon sec, etc. Enfin, j'ai des automatismes que certaines ne vont pas avoir parce qu'elles vont se dire, moi, c'est faire le lit, balayer, et voilà. Et c'est fini. Ouais. Et c'est fini. Mais il y a des choses quand même qui sont, pour moi, d'une logique. Voilà. Envie d'une poubelle, tu peux pas laisser un truc, mais ce jour-là... Heureusement que voilà, et quand c'est comme ça, c'est difficile du coup de faire confiance. Parce que la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses la clé à la personne, elle nettoie, et toi, tu arrives pile poil à l'heure à laquelle le client arrive, ou peut-être 5 minutes ou 10 minutes avant si tu veux faire ta présentation de panier d'accueil, etc. Mais en gros, je pouvais pas. Donc je m'accordais un temps supplémentaire pour pouvoir m'assurer que tout soit bien. Mais ça, c'est une perte de temps. Exactement. C'est une perte de temps. Donc en gros... Là, j'ai arrêté ça. Et franchement, je lance l'appel. En Guadeloupe, il y a créer une entreprise de ménage spéciale conciergerie, mais c'est à faire. Vraiment, c'est un manque. Il y en a pléthore des entreprises de ménage, salles d'entretien, que ce soit de commerce ou de chez particulier. Il y en a énormément. Je les ai pratiquement tous contactés. En tout cas, sur la zone où moi j'ai mes logements, donc c'est-à-dire de Saint-François jusqu'aux Abîmes. Je les ai tous contactés et ils me répondent tous la même chose. C'est voilà, en termes de flexibilité, en termes de personnel, ça tourne beaucoup. Donc Ah d'accord. En fait, la grande problématique, c'est qu'on trouve pas en fait du personnel flexible, vraiment disponible en cas d'urgence. En un flexible en cas d'urgence, parce que souvent ils te disent oui au début, et puis après il y a soit l'enfant qui est malade, la voiture qui tombe en panne, ça on l'a tout le temps, ou alors attendez j'arrive mais j'arrive pas. Donc la flexibilité et le sérieux. Le sérieux. On peut le dire parce que être flexible, on te donne des horaires, tu suis tes horaires, mais le sérieux... Oui, sur le site.
Voilà, nettoyage, c'est ça. Ok. C'est ça. Non, mais le sérieux aussi pour venir aussi à la prestation de ménage. Ok. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me plante. Hein. Ok, oui. Qu'on te plante et du coup, tu sais que tu as des clients qui sont censés arriver le soir et tu as 2 logements. Là, ce jour-là, j'avais 2 logements. Je vois que elles arrivent toujours pas. Donc, du coup, moi, j'ai avancé. J'ai commencé. J'appelle la responsable. Elles sont censées arriver. Elles sont jamais venues. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, c'est le sérieux. Et puis, il y a un manque aussi de personnes qui veulent faire ça. Oui, parce qu'en fait, je pense, c'est pas le métier... C'est pas valorisant. Aujourd'hui, on parle sur Internet de argent facile, etc. Alors, aller te baisser pour faire la serpillière et nettoyer, faire des lits, c'est pas valorisant. C'est pour ça que les filles qui travaillaient, en tout cas avec moi, je m'assurais toujours, des fois, je ramenais un petit jus. Je m'assurais toujours qu'elles aient de l'eau, qu'elles aient mangé. Ce sont pas directement mes employés, puisque je prends des prestataires. Mais je m'assurais qu'elles soient bien. C'est-à-dire que quand elles arrivent dans le logement, je leur disais même, mettez votre musique. Hein. Mets ton téléphone, pas trop parler, pas trop par contre le téléphone. Parce que le téléphone, en général, tu parles avec quelqu'un, tu es un peu distrait. Voilà. Donc, mais par contre, je leur disais, mets ta musique. Si dans le logement, il y a une enceinte, je lui dis, mets-toi à l'aise pour que tu puisses être dans ta bulle. Dans ta bulle, voilà, pour que tu sois bien et que tu ne sentes pas que tes heures de ménage, en fait, soient un fardeau. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, je me dis que peut-être, ça peut aider la personne à se sentir bien. Et voilà. Et n'hésitez pas aussi à les féliciter. Ça, c'est bien. Quand c'était bien fait, la reconnaissance, parce que c'est un métier qui n'est pas en fait valorisé. Donc quand c'était bien fait, je leur disais franchement bravo, c'est super ce que tu as fait, j'apprécie vraiment. Par exemple les lits, ça c'est la chose qui me faisait le plus rire parce qu'elle me disait mais Jessica, on n'arrive pas à faire les lits comme toi, donc je leur montrais. Et malgré tout, c'était un peu compliqué pour elle. Donc quand elle faisait différemment de moi et que je trouvais ça quand même correct, c'était pas grave en fait. Et je leur disais, c'est bien, c'est top là, c'est parfait. Parce que je restais de temps en temps avec elles et je leur expliquais l'importance en fait de ce qu'elles font. Parce que quand tu réalises, quand tu vas chez monsieur ou madame et que ils sont juste contents que la maison soit rangée, propre quand ils rentrent, c'est pas la même chose que quand tu réalises que ce que tu vas faire, tu auras une note à la fin. Et là, peut-être que l'enjeu, il est différent. De se dire, mais la dame, elle aura une bonne note grâce à moi, en fait. Donc ça, je leur expliquais que voilà, tu sais, c'est important parce que ce que tu fais là, c'est bien. C'est bien parce que grâce à toi, j'aurai un 10. Ouais. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, ça aide. Donc par contre, il y a des très bons éléments. Il y a des très très bons éléments il y a des personnes qui aiment ça, le ménage. Ah oui, ça, ces personnes-là, c'est dommage, on n'a pas assez. Mais c'est bien parce que du coup, elles vont jusqu'au bout des choses. D'accord. Vraiment jusqu'au bout. Et justement, tu n'as pas pu poursuivre avec cette personne ? Non, parce que tu peux pas débaucher les gens, c'est pas font partie de l'entreprise. Mais ces personnes-là, je me souviens de leur prénom, je me souviens de tout, oui. Et ces personnes-là, vraiment, je leur dis bravo parce que dans un métier qui est difficile, parce que c'est difficile de faire quand même le ménage, on te regarde. Moi, des fois, ça m'arrive d'avoir des locataires qui me disent oui, Jessica, mais ce sont vos appartements. Alors, je leur dis non, mais c'est tout comme, je leur explique. Mais c'est vous qui faites le ménage d'une manière. Alors, pourquoi pas en fait ? C'est pas grave en fait. Mais voilà, c'est plutôt valoriser ça. Et ces filles-là, non, malheureusement, elles sont embauchées par. D'accord. Voilà. Mais vraiment, il faut créer des boîtes spécialement conciergerie. Parce que maintenant, ça fonctionne les conciergeries, ça pousse comme des champignons. Ouvrez des boîtes spécialement conciergerie. Parce que là, vraiment, ça sera. Oui, c'est. des boîtes spécialement conciergerie parce que vraiment, là, on axe sur la flexibilité pour le client. Des personnes qui en veulent, donc du coup qui sont attitrées au logement, voilà, et pas un turnover où à chaque fois il faut... Parce que quand une fille s'absente, c'est souvent des filles, très peu d'hommes, mais quand une fille s'absente, du coup la remplaçante, je suis obligée de venir sur place, bien pour lui montrer le logement, pour lui montrer où sont les produits, ça recommence, etc. Donc c'est beaucoup de perte de temps. Donc je pense réellement, là, il y a...
Ah, il y a beaucoup à faire. Et puis, c'est un marché qui rapporte. Hein, Ah ouais? Mais oui. C'est l'une de mes questions. Les heures de ménage, on demande beaucoup. Hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça va de 18 € de l'heure à 25-30 € de l'heure. En fonction de En quoi? fonction de rien. En fonction, je sais pas, la notoriété peut-être de la société. Alors, il y a quand même deux, on va dire, deux possibilités. C'est soit je fournis les produits, Ok. donc c'est un tarif, ou soit la société fournit les produits. Donc, bien souvent, c'est moins cher quand tu fournis les produits. Bien sûr. Voilà. Mais quand, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même onéreux. Hein. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent, je sais qu'il y a des conciergeries, moi ça m'est même déjà arrivé, hein, sur le pouce comme ça, de prendre quelqu'un à la dernière minute, un petit job, voilà. Donc, c'est pas, voilà, mais ça arrive quand les sociétés, au niveau de la flexibilité, t'as personne, donc du coup il faut bien répondre vite à la demande. Et ça c'est dommage. C'est dommage. D'accord. Voilà. Et justement, tout à l'heure, tu disais que les filles, elles n'arrivaient pas à faire le lit comme toi, tu le faisais. Mais en fait, tu as fait une formation avant de monter ta conciergerie. Est-ce que tu as suivi Alors, oui et non. Donc, oui, parce que c'est pas une formation, mais dans le cadre de mon diplôme, en fait, dans mon cursus, j'ai d'abord commencé par un BEP sanitaire et social, et ensuite un bac sciences médico-sociales. Mais dans le BEP, bon, même ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Ok. Mais dans le BEP sanitaire et social, en fait, on a beaucoup de stages et on est vraiment en immersion en fait dans tout ce qui est service à la personne. Et dans le service à la personne, on t'apprend en fait à faire un lit. Ok. Donc dans mon école, on nous apprenait à cuisiner, à faire un lit, à changer un bébé, etc. Et dans la partie réfection du lit, c'est comme à l'armée, hein, c'est-à-dire le lit au carré, etc. Donc en fait, j'ai gardé ça même pour chez moi, même pour mon lit, le lit de mes enfants. Voilà, donc j'ai toujours gardé cette façon de faire le lit du coup au carré. Voilà, comme ça, quand tu rentres après dans les draps et tout, c'est tout frais, c'est bon, c'est bien fait, ça déborde pas, etc. Donc il y a cette partie-là. Et puis aussi parce que j'aime ça en fait, tout ce qui est déco, tout ce qui est donner une petite touche. Donc sur le lit, j'ai toujours aimé aussi donner ma touche. D'accord. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas de carte d'entrée pour la conciergerie. Alors il n'y a pas de carte d'entrée, mais quand même, c'est assez drôle parce que j'ai eu un des partenaires que j'ai, un plombier du coup, qui intervient dans les différents logements. Un jour, il m'a dit « Jessica, bon, je vois que tu fonctionnes bien et tout, mais là, je dois m'absenter justement 2 semaines. Est-ce que tu peux t'occuper de mon bien pendant 2 semaines ?» Ok, top. Donc, j'ai dit « Il n'y a pas de souci. » Bon, ça s'est fait. Et il m'a dit « Bon, tu verras, j'ai fait déjà le lit, hein, mais je sais que c'est peut-être pas très bien fait. » Et effectivement, quand j'ai vu le lit, bon, ça se voyait que c'était... alors, je peux pas dire un homme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien aussi faire leur lit, mais c'était vraiment fait, on va dire, plus simplistement. Enfin, avec plus de simplicité, pardon. Avec plus de simplicité. Mais c'était pas bon du tout. Ah ouais, d'accord. Non. Et par contre, je lui ai dit non, il faut vraiment le draus. Enfin, il y a une manière quand même, voilà. Tu peux pas mettre d'un côté plus de drap et de l'autre c'est court. Enfin, il y a quand même un petit guide quand même du lit bien fait. Faut le faire. Un minimum. Voilà, parce que quand tu fais la photo, en fait, quand tu fais une photo pour ton annonce. En plus, ouais. Il faut que quand le client revient, c'est comme pour le restaurant. Quand tu vois la carte, tu vois par exemple la photo du plat, il faut qu'on t'apporte la même chose. C'est pareil, quand tu vois la photo de l'annonce, il faut que tu retrouves un lit qui correspond, c'est exactement pareil. Voilà. Et même pour même les parures de drap aussi. Hein. Tu peux pas faire une photo avec des belles parures et puis quand tu arrives, c'est jaune, rouge. Ok, voilà, oui, bien sûr. C'est important. Ouais, c'est cohérent. Donc, est-ce qu'il y a une carte d'entrée pour la conciergerie? J'ai quand même envie de dire oui, quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de savoir-faire, un minimum quand même. Et si tu sais pas, c'est pas grave. Forme-toi, il y a YouTube. Et moi, tous mes signes, enfin, au début, je faisais des signes, des cœurs avec les serviettes, etc. Pas mal de choses sur le lit. YouTube. Hein. Ok. Ah oui, YouTube. YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. D'accord.
Donc on peut se former aussi en regardant des vidéos. Tu tapes, hein, tu trouves tout ce que tu veux. Je suis sûre on tape comment faire un lit, comment bien faire un lit pour un Airbnb. Je suis sûre qu'il y a sur YouTube. D'accord. Voilà. Justement, ça, c'est une introduction à la prochaine question. Tu es également consultante. Et en fait, on vient te voir pour justement connaître comment créer sa conciergerie. C'est quoi cette activité, cette casquette? Demande. Alors, cette casquette, en fait, elle est là finalement depuis le début. Parce qu'en fait, j'ai toujours conseillé gratuitement. Je m'en suis rendu compte de dire le mot gratuitement et avec beaucoup d'empathie pour la personne qui a besoin de conseils. Et en fait, un jour, on m'a dit, Jessica, mais tu sais que tout ce que tu es en train de me dire, c'est top, c'est bien, c'est de l'or, c'est... Et quand la personne m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, en plus, j'arrête pas de conseiller les personnes et en fin de compte, c'est du temps aussi, parce que des fois, on m'appelle et puis je reste des heures au téléphone à conseiller les gens et je me suis dit, Jessica, mais attends, j'ai tellement de choses à faire après, là, pour mes clients, pour mes enfants, pour moi. C'est du temps. Et justement, tu conseilles sur le volet immobilier au sens large ou uniquement en fait la partie location? Ça dépend. En fait, alors, quand je vois que ça sort de mon cadre, là, je redirige. Ok. Mais si ce sont des questions où je connais les réponses, en tout cas en termes d'immobilier, je réponds. Je réponds. Par exemple, ce matin, comme je te disais, j'ai eu un appel de mon voisin qui est aussi mon client et ses enfants veulent ouvrir une SCI sur un bien qu'ils sont en train de construire là. Et je lui ai dit oui, parce que sur ça, j'ai la réponse. Okay. Si je n'ai pas la réponse en termes vraiment techniques, immobilier, etc., je vais les renvoyer vers un professionnel. D'accord. Mais sinon, non. Donc du coup, en fait, ça m'est venu comme ça. C'est à force de donner mon temps, en fait, à tout le monde, que je me suis rendu compte que ce temps-là, en fait, je dois le mettre à profit, en fait, pour... T'as bien raison. Pour mon deuxième business, c'est-à-dire le consulting. Et j'ai ouvert, du coup, J'aime louer conciergerie consulting en juillet 2024. D'accord, voilà. ok. Et là, en fait, on peut soit faire appel à moi directement sur le site, donc sur le bien, pour tout type de conseils. C'est-à-dire, est-ce que mon logement est bien équipé, est-ce que peu importe. Voilà, ou simplement un rendez-vous, j'ai pas assez de réservation, comment je peux faire, etc. Okay. Ou alors un propriétaire qui va bientôt passer en courte durée et qui veut des conseils. Donc voilà, donc ça peut vraiment être... c'est ce que je faisais déjà avant, sauf que maintenant, c'est mon temps est compté et voilà. je mets à profit pour tout le monde, mais de manière plus cadrée. Voilà. D'accord, pas très bien, c'est très bien. Et donc, tu es aussi maman, mais comment tu arrives à gérer tout ça? Je me drogue au mindset. C'est bien dit, ça. Ouais, je me drogue au mindset et je pense que j'ai un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, je me sens forte, Okay. Je me sens équilibrée, je me sens libre. Et puis du coup, je me sens surtout amoureuse de la vie. Ok, voilà. oui. Et j'aime beaucoup cette phrase que je me sens amoureuse de la vie. Et du coup, toutes les difficultés, quand on est amoureux, pour moi, on est amoureux de tout. C'est-à-dire du bien comme du moins bon. Alors, c'est comme pour le mariage, comme ils disent pour le meilleur, pour le pire. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire moi, je suis amoureuse de la vie. Dans la vie, il y a des joies, il y a des célébrations, mais il y a aussi des peines et des difficultés. Et même moi, j'aime ça. J'aime les deux, en fait. Ok. Voilà. Et même pour l'accouchement, on parle de maman, on me dit que je suis folle quand je dis que j'aimais les contractions, j'ai aimé souffrir à l'accouchement. Mais en fait, j'ai tout aimé. J'aime le côté attendre l'enfant, la surprise, etc. Mais j'aimais aussi de ressentir cette douleur. Le parcours. En fait. C'est l'ensemble. Pour moi, je ne peux pas aimer que le bien ou que le mal. C'est un mélange. Et comment je fais? Alors, c'est vrai que tous les jours, j'ai cette même question. Mais c'est ça, je me drogue au mindset. C'est-à-dire que le matin, j'ai une rigueur. Et puis dans la continuité aussi. Voilà, pour moi, c'est important. Cette rigueur, c'est pas juste aujourd'hui.
c'est une rigueur tous les jours. Donc il y a des jours où, bien évidemment, on est être humain, on n'a pas envie, Bien sûr. on est plus faible, on est triste, etc. Mais ça ne doit pas entacher en fait ni ma semaine, ni mon mois, ni mon année. C'est juste un moment en fait. D'accord. Et ça aussi, je l'accepte, en fait, que ces moments-là soient difficiles. Donc comment je fais? C'est simplement une rigueur pour moi, pour mes enfants. Et beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et puis j'ai une vision aussi déjà. Je l'ai toute tracée. Exactement. Donc depuis le début, même avant d'être maman, j'avais déjà la vision de comment je voudrais que ce soit pour mes enfants. Donc on sait très bien qu'entre ce qu'on veut et la réalité, il y a le parcours de la vie. Mais ça va. C'est-à-dire que je tiens le bon bout. Et puis je pense que alors, je crois que ce sont les béliers qui sont comme ça, mais moi je suis cancer, mais je suis très têtue. Donc c'est-à-dire que têtue, mais dans le sens déterminé. D'accord. Voilà. Quand je veux quelque chose, en fait, je veux aller au bout, même si ça prend du temps, mais je veux aller au bout des choses. Voilà. Et je fonctionne comme ça. J'ai une routine, je la maintiens. Je demande à mes enfants de maintenir cette routine, surtout que, tu me demandes, mais je suis maintenant maman solo depuis 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, là, en février. Et d'autant plus en étant maman solo et entrepreneur. Ouais, faut tout gérer. Il faut tout gérer, toute seule, tu peux le dire. Et j'ai malheureusement pas ce relais qu'il faudrait, donc ça, pareil, je prends beaucoup de recul sur les choses aussi, pour me dire, voilà, c'est pas une fatalité. Je peux quand même y arriver. Et les moments où je suis en bad trip, parce que j'en ai, je les accepte. Parce que je sais que c'est juste un moment et qu'après ça ira. D'accord, c'est beau ça. Et justement, ta routine, c'est quoi? Est-ce que tu te fais tes 8 heures de sommeil? Oh là là. Je crois que jamais fait ça. Je n'ai jamais fait 8 heures de sommeil. En fait, j'ai accepté aussi que je suis pas une grande dormeuse. Ok. Parce qu'avant, on me disait, oui, mais Jessica, c'est pas normal, regarde, tu dors pas assez. Oui, c'est vrai que je dors pas beaucoup, mais maintenant, dans mes journées, je m'octroie des pauses. Je m'octroie des moments de relaxation, de méditation. C'est aussi une forme de repos, parce que le repos, c'est vrai que le sommeil, c'est important. C'est vrai. Mais le repos aussi psychologique, le repos vraiment spirituel, pour moi, en fait, tout ça, ça fait partie en fait du repos. D'accord. Et je dors pas beaucoup d'heures par nuit, mais quand même, je trouve que c'est assez correct, parce que je suis quand même à 6-7 heures, ça va. Ça va. C'est une bonne moyenne. Parce que je me donne une routine et une discipline. Et tu me demandais du coup ma routine, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui te permet justement de justement emmagasiner autant d'énergie pour ta journée? Je crois que mon état d'esprit est tellement fort. Et puis, j'en ai peut-être pas parlé, mais j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, la maladie qui m'a touchée fait qu'aujourd'hui, je vis avec, parce que c'est à vie. Ok. J'ai même été aussi reconnue en personne en situation de handicap. Ok. Donc, ça aussi, c'est une acceptation. Donc, c'est une acceptation de beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, en fait, cet état d'esprit me fatigue moins. Ok. Donc, du coup, quand on accepte les choses et qu'on prend le recul sur la vie et sur ce qui nous arrive, du coup, on est moins épuisé psychologiquement. Donc, même si on ne fait pas beaucoup d'heures de sommeil, la routine que je mène fait que, oui, c'est vrai qu'à la fin de la soirée, je suis fatiguée, mais c'est pas grave si ce soir, j'ai peut-être pas fait le dîner comme la veille et que ce soir, on a mangé une pizza. Accepter. Il faut accepter, c'est pas grave si j'ai pas pu coiffer, par exemple là, ma fille, dimanche, je travaillais dimanche, donc j'ai pas pu coiffer ma dernière pour la semaine, c'est pas grave, cette semaine, elle sera coiffée différemment. En fait, il faut aussi relâcher un peu. C'est ça. Il faut relâcher et dans la discipline, se donner quand même des moments en fait de douceur. Voilà. Exactement. Nous ne sommes pas des machines surtout. Hein. Nous ne sommes pas des machines. Moi, je ne suis pas une machine. Et beaucoup de gens pensent que je suis une machine. Je ne suis pas une machine. J'ai aussi besoin de pause. Je suis quelqu'un qui aime m'amuser.
Non, je suis maman, certes. Et d'ailleurs, j'apprends à mes enfants que je ne suis pas que leur maman. Et qu'avant d'être maman, j'ai toujours été une femme et que je suis toujours une femme, que j'aime la vie et que j'aime la vie aussi sans eux. C'est dur à dire, mais que j'aime la vie aussi sans eux parce que j'ai déjà un rôle qui est prenant dans mon rôle de chef d'entreprise. J'ai déjà un rôle qui est prenant en tant que maman solo, voilà. Et pour moi aussi, il faut qu'ils comprennent qu'une maman, c'est pas une... En fait, une maman, une femme, c'est pas une maman. Enfin, quand on est mère, pour moi, on n'est pas juste maman. C'est ça. Moi, je suis d'abord une femme avant d'être mère. Et ça, je l'explique à mes enfants. Je ne veux pas être d'abord une mère. Ouais, je comprends. Je veux être une femme. Et pour être heureuse en tant que maman, je dois être heureuse en tant que femme. Exactement. Ça, c'est ma conception. Et ça fonctionne très bien parce qu'ils ont compris et que même mon fils, des fois, il me dit « Maman, pense à faire ça pour toi » ou « N'oublie pas » ou voilà. Donc, c'est bien. Ah oui, surtout mon fils. Mon fils, il fait très attention à moi et mes filles. Mes filles, ce sont des filles, donc voilà, mais la rigueur, la discipline, ça c'est très important dans ma routine. Le matin, je pense beaucoup à moi avant mes enfants. C'est-à-dire que je me lève plus tôt pour prendre du temps pour moi, c'est-à-dire faire ce que j'ai envie de faire au réveil. Donc, ce matin, par exemple, j'étais courir. Je leur dis, par contre, la veille, que maman va courir rapidement, donc je reste pas très loin, parce que voilà. Donc je vais courir, ou peu importe, peu importe ce que j'ai envie de faire pendant la demi-heure avant leur réveil. Et surtout, je tiens à être prête, habillée, je sens bon et tout, à leur réveil. D'accord. Oui, ça c'est important pour moi depuis des années parce que je me suis occupée de moi, maintenant je m'occupe d'eux. Je peux pas faire tout en même temps en fait, je peux pas. J'y arrive parfois, mais c'est trop compliqué. Et un enfant, il a besoin quand même, surtout là, plus après, les séparations, etc. Les enfants, ils ont besoin d'attention. Ils sont en pleine phase de développement, donc je me prends déjà beaucoup de temps par rapport à la société, où des fois ils me disent « Maman, encore tu travailles, encore ». Donc ces petits moments, il faut que ce soit de la qualité. Et pour que ce soit de la qualité, en fait, il faut que quand c'est leur réveil, c'est on ouvre les rideaux, on a nos rituels, on chante, etc. On met la musique. C'est pour eux. On prend le petit déjeuner ensemble. Ok. On dîne ensemble. En fait, on fait tout ensemble. Sans téléphone, sans rien. C'est de la musique ou des choses comme ça, mais vraiment qualitatif. Et c'est ce qui fait que ça donne notre rigueur de vie de famille, simplement. Et même moi, en tant que maman, dans la gestion. Et puis, il faut dire aussi qu'ils sont en immersion totale de J'aime louer depuis le début. Quand tu dis en immersion, ils viennent avec toi? Tout le temps. Ok. Je ne les ai jamais mis en centre de loisirs, jamais. Ok. C'est un choix, parce que j'ai toujours aimé le modèle des Asiatiques. C'est-à-dire? Les enfants travaillent avec leurs parents, ils sont toujours avec leurs parents. Et je me suis toujours dit, est-ce qu'ils s'ennuient? Mais en fait, non, parce qu'un enfant... C'est bien qu'il s'ennuie déjà de base. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va créer des choses. Ouais. Voilà. Pour moi, l'ennui, c'est bien. Mes enfants n'aiment pas s'ennuyer. Je leur dis si, au contraire, c'est bien. Parce que moi, je suis anti-écran, etc. Et l'ennui, c'est bien. Et en fait, le modèle des Asiatiques, moi, j'ai toujours aimé. Parce que, en fait, l'enfant voit son parent évoluer, voit son parent travailler. L'enfant voit son parent... en fait, c'est un modèle en fait, pour moi. Je le voyais comme ça. Et je me suis toujours dit, mes enfants... Je ne vais pas les priver de leur enfance, parce qu'ils font quand même des choses, mais je veux qu'ils voient ce que je fais. Et ils adorent. Ils participent à absolument tout. Au tout début, distribuer les flyers, c'était rigolo. Donc ça, c'est vraiment en 2017. Distribuer les flyers, c'est tout petit, etc. C'était marrant, etc. Et puis là, plus ils grandissent, ma grande, elle va avoir 12 ans. C'est elle qui gère le planning à la maison. Ah ouais? Oui. Elle gère le planning, donc des fois je lui dis t'es sûre que t'as bien... Voilà, donc j'ai un regard derrière, parce que je suis obligée, parce qu'elle a déjà fait des erreurs, et heureusement que je vérifie. Mais elle adore ça, d'ailleurs elle rouspète quand je l'ai fait avant elle. Voilà, oui. Et d'ailleurs les deux autres, maintenant ils râlent parce que c'est que ma grande qui le fait. Ok. Mais chacun a sa petite tâche, et ils adorent. C'est déjà arrivé que je leur laisse, ils m'ont dit maman, t'as quand même fait beaucoup de choses aujourd'hui, on peut le faire s'il te plaît? Ok. Et ils m'ont déjà demandé de faire tout de A à Z. Donc, c'est-à-dire de préparer le logement. Ah ouais? Si.
Il y a une fois, je les ai laissés, j'étais là, hein, mais ils ont voulu tout faire. Pour eux, c'était vraiment, elle nous fait confiance, on est des grands, on a compris ce qui se passe, on sait aussi que quand maman accueille des clients, c'est aussi de l'argent, parce qu'il faut le dire. Voilà. On sait aussi que souvent après, quand on est gentil, etc., elle nous récompense. Donc ce jour-là, j'étais abasourdie. Je me suis dit, mais regarde mes enfants. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'avais fait une story qui avait super bien fonctionné et que j'ai republiée après en réel. Et ils ont tout fait, de A à Z. Ils ont préparé le logement, ils ont accueilli les clients. Ah ouais. Eux-mêmes. Donc je suis restée à côté, hein, mais ils ont accueilli les clients. J'étais choquée et super bien. Et puis ça fonctionne parce que quand ce sont des enfants, etc., c'est touchant. Donc vraiment, pour moi, c'est formateur pour eux. Et en ce moment, ils sont très dans la question, maman, qu'est-ce que je peux faire plus tard? Alors j'aurais toujours dit, vous faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous plaît, déjà premièrement. Et qui vous rapportera, au niveau financier, hein, quand même, il faut en parler, au niveau financier, et où vous aurez une certaine liberté. Ça, je leur explique. J'ai regardé maman, peut-être que vous ne comprenez pas, mais par exemple, il y a des parents, quand on leur dit « venez récupérer les enfants à l'école parce qu'il y a telle ou telle chose », ils ne peuvent pas. Moi, je peux. C'est une forme de liberté. Quand on peut partir, par exemple, je sais pas, à telle période, alors que d'autres ne peuvent pas parce que ils ont tel métier, nous on peut. C'est une forme de liberté. C'est une forme de liberté. Voilà, donc ça je leur explique et pour moi c'est formateur parce que je me dis demain, peu importe dans le domaine dans lequel ils seront, j'essaierai quand même de les aiguiller vers, on va dire, l'entrepreneuriat, mais si vraiment ils se plaisent dans le monde d'un salarié, il n'y a aucun souci hein, pour ça. C'est leur liberté. C'est leur liberté, voilà, c'est leur liberté, mais c'est vrai que qu'ils puissent créer d'eux-mêmes quelque chose, c'est vrai que j'aspire vraiment à ça. Après, vraiment, moi, je les accompagnerai dans tout ce qu'ils font. Mais ils m'ont déjà dit, ah, maman, moi c'est moi qui vais continuer, j'aime louer. Alors quand c'est... Ouais. Ah si, ils m'ont dit. Ah ouais. Mais quand ils me le disent, je leur réponds, vous n'êtes pas obligés. Parce que je veux pas qu'ils pensent que parce que moi je le fais, par la suite ils seront obligés. C'est vraiment que ça soit un choix de leur part. Voilà. Ok. Et en fait, tu as énormément communiqué avec eux, je pense, pour qu'ils puissent comprendre tout ça. Oui, en fait, je fais que ça. Ils savent tout. Par exemple, je peux leur demander de prendre mon téléphone pro. Ils savent tout faire dans le téléphone pro. Alors, je suis anti-téléphone, anti-écran, etc. Mais s'il y a bien une chose que je leur donne, c'est mon téléphone pro pour qu'ils puissent gérer les clients. C'est-à-dire qu'ils savent aller sur l'application de Pulse et Booking, Airbnb, Superhot, c'est notre channel manager. Ils savent tout. Quel client arrive à telle heure, sur quel site il faut aller pour regarder l'arrivée du vol. Ils ont 11 ans, 9 ans et 6 ans. Voilà, donc autonome, et, voilà, et ça pour moi je suis très contente, vraiment très contente. Et parfois quand j'ai envie qu'il reste encore des enfants, parce que des fois ils veulent tellement faire de choses, je me dis mais ils sont chauds quand même. Hein, Des fois je me dis bon, est-ce que c'est pas trop? Ça se trouve non, ça se trouve oui. Et puis des fois je leur dis non les enfants, laissez maman, aujourd'hui je travaille, par contre allez vous amuser à la piscine, ou vous inquiétez pas, après ça on va au cinéma, ou ouais ils sont contents, donc voilà. Mais voilà, mais j'aime qu'ils soient en immersion avec moi, et puis surtout ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Ils n'arrêtent pas de me le dire, ils me disent maman, on est content, etc. Ils regardent ma grande, elle regarde beaucoup les chiffres d'affaires, elle regarde beaucoup les montants, tel client, combien il rapporte, est-ce que c'est suffisant, il est resté 6 jours, il paye de ça, bon, ça va. Tu lui as expliqué tout ça en fait, en amont. En fait, je lui ai expliqué, mais je crois que naturellement, elle alors, je ne sais pas si c'est à force d'être avec moi, parce que la comptabilité aussi, hein, elle fait avec moi, la plus grande. Donc je ne sais pas si c'est à force des années de faire avec moi qu'elle s'est habituée à ces chiffres-là, en tout cas. Parce que ma fille, elle est très portée sur les dépenses. Donc, oui. Voilà, ma fille, c'est Madame Shopping, Madame Luxe. Alors, je lui dis justement, Jaël, si tu veux avoir ce train de vie, travaille déjà à l'école quand même, pour que tu puisses avoir des notions, etc. Et choisis bien ta bonne voie.
C'est très important. Parce que si tu veux avoir ce train de vie-là, je t'assure qu'il faut que tu choisisses la bonne voie et que tu ralentisses déjà un tout petit peu, déjà premièrement, parce qu'à 11 ans, elle est déjà... oui. Mais je pense qu'elle comprend la valeur des choses. Okay. En tout cas, la plus grande. Elle sait que, par exemple, 1 500 € pour la semaine, elle sait que c'est la villa. Elle sait que pour une semaine... dans un appartement de chambre, ça ne coûtera pas 1 500 € la semaine. Donc ça aussi, elle a la notion de ça. D'accord. Quand elle voit des nouvelles réservations, elle regarde tout de suite quel logement, et elle sait sur quel logement, ça va rapporter, ça c'est... Voilà. Donc, ça c'est cool ça. Ouais, c'est bien. C'est bien de pouvoir partager ça avec eux, parce qu'en vrai, j'ai pas grand monde avec qui je partage ça. Mais c'est sur nos petites victoires, voilà. Mais c'est bien d'échanger ça, de partager ça. Et tout à l'heure, en fait, tu as parlé de vision et je pense que ça aide tout le monde d'avoir une vision. Oui, c'est important. Ouais. Faut être visionnaire, alors, on dit... C'est quoi vision, justement? Voilà. Parce qu'on dit qu'il faut avoir une vision, mais en fait, pour moi, c'est la vision, c'est ton pourquoi, en fait. C'est qu'est-ce que tu vises et c'est pourquoi, en fait, pourquoi tu fais ça. Tout ça. C'est pourquoi tu le fais. Parce qu'on dit la vision, mais bon, peut-être que les gens ne le comprennent pas. Mais si je devais donner un synonyme, ce serait pourquoi, en fait. Pourquoi tu le fais, quel est ton objectif, c'est quoi, en fait. C'est là pourquoi, le pourquoi, en fait. Voilà, et il faut qu'il soit surtout fort. Pour moi. S'il n'est pas fort, en fait, tu vas pas... Pour moi, déjà, tu vas pas persévérer. Tu vas peut-être faire quelque chose, mais tu ne vas pas persévérer. Est-ce que c'est dans la persévérance que tu arrives à des choses? Pour moi, si tu as un pourquoi qui est faible, tu vas peut-être faire, mais tu vas peut-être pas continuer longtemps. C'est ça. Voilà. Parce que si tu arrives à un obstacle, tu vas te dire... Exactement. Ouais, parce que ton pourquoi, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort pour surmonter ça. Il n'est pas assez puissant. Il faut qu'il soit puissant. Et on n'a pas besoin d'être parent pour avoir un pourquoi fort. Exact. On peut être très jeune, même ma fille de 11 ans, elle a des pourquoi déjà qui sont très, très forts. Oui, ok. Elle a des besoins assez conséquents. Donc moi, je lui explique que maintenant qu'elle comprend justement la valeur des choses, elle comprend que en tant que maman, je peux et je dois financer certaines choses en tant que maman, mais je ne suis pas obligée de faire des choses démesurées pour une enfant de 11 ans. Non, c'est à toi aussi de te prendre en main dès maintenant, d'économiser les premiers euros, les réinvestir. Moi, j'explique à ma fille. Mais c'est bien, c'est l'éducation. Je lui explique sur l'argent, parce que pour moi, c'est très important. J'aurais tellement aimé qu'on m'explique ça quand j'étais plus jeune. Mais c'était déjà tabou, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de salaire, combien tu gagnes, etc. Non, moi aujourd'hui, mes enfants, quand je leur donne par exemple, allez, je sais pas moi, 10 € chacun, alors déjà, je leur apprends aussi l'égalité et l'équité. Ok, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et j'explique à ma grande, parce qu'elle elle pense que tout le monde doit avoir pareil, je leur dis non, t'es plus grande. Tu es en droit d'avoir quelque chose d'un peu plus conséquent parce que tu n'as pas le même âge, tu n'as pas les mêmes besoins. Ton frère qui est en dessous, il n'a pas le même âge, il n'a pas les mêmes besoins que celle qui est en bas. Donc, ça peut m'arriver de donner à égalité, mais ça peut m'arriver de faire par équité. Et ça, pour moi aussi, c'est important qu'elles comprennent ça. Enfin, qu'ils comprennent ça. Et dans la valeur de l'argent, quand ils ont un argent de poche, par exemple, déjà, je leur explique que c'est votre argent, parce que ça leur est déjà arrivé. Hein. Maman, on veut t'offrir quelque chose, etc. Bon, c'est gentil, hein. Mais je leur explique aussi que c'est bien, pensez à vous. Là, c'est vous qui l'avez gagné ou qui l'avez reçu. Pensez à vous. Donc, si vous voulez faire plaisir à maman, c'est bien, mais c'est votre argent. Et attention à ce que vous allez en faire. C'est ça. Moi, je leur dis, parce que je sais que je vois dans les écoles, alors surtout mes enfants sont en école privée, et dans l'école privée où ils sont, il y a beaucoup de parents avec beaucoup de moyens. Et moi, je ne donne pas des 50 €, des 20 € pour aller à l'école. Mais dans cet argent-là, je leur explique que si tu avais les 20 € par exemple de ton camarade, répartis-les. Tu les répartis. Il y a un argent qui reste tout le temps là, un argent que tu dépenses tout de suite si tu as envie, et un argent que tu gardes pour un projet. Quel est ton projet? Je sais pas, tu n'as pas un nouveau livre que tu veux t'acheter, un nouveau jeu, un nouveau truc. Voilà. Donc c'est en 3 parties. Moi j'en dis toujours en 3 parties. Il y a une partie, tu te rappelles même pas que tu as ça.
Une autre partie, tu la dépenses pour te faire plaisir tout de suite, ça te fera plaisir. Et l'autre partie, voilà, pourquoi, encore le pourquoi. Pourquoi tu veux, qu'est-ce que tu vas acheter et pourquoi tu veux faire ça. Ok. Voilà. Et justement, tout ça en fait, toutes ces informations que tu as pu donner à tes enfants, tu les acquises comment ces informations? Ah, je me forme beaucoup. Je suis une adepte de la formation. Parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis une personne qui est très curieuse. J'aime beaucoup apprendre. On me l'a souvent reproché, mais pour moi, voilà. Quand on va me dire quelque chose, si je ne sais pas ce que c'est, alors soit je vais faire semblant de savoir, mais je vais noter vite. je vais noter vite le nom, même si c'est mal orthographié, mais je vais le retrouver sur Google. Voilà, pour moi, c'est important de... C'est pas de pas mourir bête, mais de comprendre les choses. Et quand je fais quelque chose, de savoir ce que je fais. Alors, on peut pas tout savoir, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, dans le domaine dans lequel je veux exceller, il faut que je sois informée. Donc, moi, c'est la lecture. Donc, j'ai mes livres. J'écoute beaucoup YouTube. Je suis très YouTube. C'est bien, YouTube. In love with YouTube. C'est YouTube. Des podcasts. Alors, beaucoup de podcasts ou des livres audio en voiture. Voilà. Je fais beaucoup de routes par rapport aux zones des logements. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que comme le temps, c'est quelque chose qui est précieux, pour moi, le temps, c'est le plus important. Ah oui. Et vu que je perds du temps sur la route, ces routes de Guadeloupe qui sont en plus abîmées, il faut que ce temps, je le mette à profit. Et pour le mettre à profit, du coup, j'écoute. J'écoute beaucoup soit de livres audio, de podcasts. J'ai déjà fait des livres, des livres juste par la route. Okay. Oui, donc, mais oui. Voilà, donc ça, j'ai fait beaucoup, alors que ce soit ici ou ailleurs, beaucoup d'événements, réseautage, etc., des after-work, beaucoup, voilà. Et puis le principal pour moi, c'est me former en séminaire. Ok. Un séminaire. Maintenant, je me déplace. J'ai plus peur de laisser mes enfants pour me déplacer parce que, quand je dis j'ai plus peur, l'attachement que j'ai par rapport à mes enfants, c'est vrai qu'en tant que maman, faut quand même le dire, on n'aime pas trop laisser ses enfants, même s'ils sont entre de bonnes mains dans les familles, mais voilà, la maman a ce côté fusionnel avec ses enfants, mais maintenant, déjà, ça fait du bien de prendre du temps pour soi, sans les enfants. Et puis de partir un peu à l'aventure. L'année dernière, j'ai fait 2 voyages. D'ailleurs, quand j'ai fait le compte, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai regardé finalement janvier, février, après encore septembre et décembre. Donc voilà, mais dans tous ces voyages-là, quand même, il y en a 2 où j'ai fait des séminaires. Donc le premier en février, j'en ai fait 3 quand même. Très diversifié, un sur la fiscalité pour tous, un autre sur tout ce qui est le business, donc l'immobilier. Je me base beaucoup sur l'immobilier, c'est vrai, business physique et e-commerce. Aussi beaucoup bourse et crypto parce que je me suis aussi lancée depuis quelques années. Et puis le 3e, c'était organisé par la CCI. C'est très intéressant, mais bon voilà. Et en septembre, c'était Cédric Anissette. Ok. Je suis à fond depuis des années. Et c'est bien parce qu'en fait, tu apprends, tu rencontres des gens, tu te rends compte que les séminaires ou les événements que tu faisais avant, tu te sentais tout petit. Et qu'aujourd'hui tu te sens un tout petit peu plus grand et qu'un jour tu te sentiras au top de ce que tu veux faire et ce que tu veux être. Et moi, plus je vais dans les séminaires, plus je me rends compte que c'est fini en fait les débuts. Là, je suis dans le mouvement là maintenant. Je suis vraiment dans le mouvement et ça fait du bien de se dire en tout cas que j'ai déjà parcouru un long chemin, difficile, sinueux, mais que j'ai rien lâché. Voilà, c'est ça. Et puis les dernières choses où je m'instruis, c'est acheter des formations. Voilà, D'accord. J'ai pas peur d'acheter une formation pour le domaine en question et me former sur la question. D'accord. Et comment tu sélectionnes en fait justement les domaines
Est-ce que par exemple, quand tu fais face à une problématique, tu te dis je vais acheter une formation pour traiter cette problématique. Alors comment tu Non, t'orientes? je ne fonctionne pas comme ça. Alors, dans un premier temps, YouTube. Ouais. Mais tu prends des thèmes à tout va ou c'est vraiment des thèmes bien ciblés Alors, que tu écoutes? Oui et non, c'est-à-dire que ça fait quand même des années que je le fais. Parce qu'avant de créer ma société, même en tant que salarié, j'étais déjà dans... Oui. En fait, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Toujours. Même si j'ai passé mes diplômes, etc. Je savais en fait qu'un jour, je serais chef d'entreprise. Pour moi, c'était une évidence. La vision. C'était une évidence parce que je ne me voyais pas cloîtrée dans un salaire, les mêmes collègues, non. Voilà, ça c'était pas possible. Donc j'ai toujours en fait eu ce côté où je me renseigne, je lis des livres, s'il y a une pub qui passe sur tel ou tel truc, tiens je clique, j'écoute. J'ai toujours été en alerte par rapport à ça. Un peu craintive à l'époque parce que bien évidemment il y a une maturité aussi qu'il faut prendre en compte. Par exemple sur la crypto, je regrette tellement parce qu'aujourd'hui maintenant que je suis dedans, il y a 10 ans, je me souviens cette dame-là, elle m'avait proposé, j'avais peur, etc. J'étais pas assez mature, mais c'est pas grave. Le temps a fait les choses. Mais du fait que j'étais déjà en fait imprégnée dans cette volonté d'entreprendre, c'était un petit peu de tout. Voilà, je regardais un peu Bien de sûr. tout. C'était vraiment général. Et puis au fur et à mesure, voilà, je savais que l'immobilier c'était quelque chose pour moi qui me passionnait. Et puis du coup, j'ai Robert Kiyosaki, j'ai adoré tous ses livres. Père riche, père pauvre, Cadence du cash flow. J'ai adoré tous ses livres. Franchement, ça a été pour moi, je crois que en fait, ces livres à lui ont été les déclencheurs de ma volonté de me dire je me lance. Et je me lance, mais pas forcément dans l'immobilier. Parce qu'en fait, avant tout ça, j'avais déjà écrit un projet. En fait, je voulais... ça n'existait pas du tout en Guadeloupe encore à l'époque. Je voulais... puis maintenant, c'est mal. C'était en fait, avoir mon food truck de smoothies, de fruits locaux, enfin de jus de fruits locaux. Ok, c'est vrai. Voilà. À l'époque, en 2008, ça n'avait pas ça du tout. Il n'y avait rien. Et pour moi, j'ai pas fait les bons choix parce que j'ai parlé de mon projet à la... J'ai payé pour aller prendre des informations, me former justement, mais pour moi c'est bien, mais c'est pas forcément le bon plan parce qu'en fait on t'écoute, voilà, ils entendent les projets, mais voilà, ils savent très bien ceux qui n'aboutiront pas tout de suite au projet, donc du coup les projets sont pour moi soit revendus ou voilà. 6 mois après, j'ai vu mon projet sortir. T'es pas la première à me le dire ça. C'est pas vrai. T'es pas la première. Ah non, t'es pas la première, je pense. Mais tu vois, j'ose pas trop le dire en général parce que c'est le mot. Mais j'ose pas trop le dire parce que des fois je me dis les gens doivent se dire que j'exagère, mais c'est réellement pas ça. Non. Et en fait on m'avait prévenu, on m'avait dit Jessica, quand tu iras ne parle pas trop de ton projet, etc. Mais moi, je me dis pourquoi les gens ils me disent ça, voilà. Les 2 premiers jours, j'ai pas parlé. Sauf que tu peux pas en fait, tu peux pas, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de réponses pour ton projet précis, donc chacun, on est là à notre table. Tu dévoiles ton projet. Tu es obligé de dévoiler ton projet. Et au final, tu te rends compte que tu n'es pas prêt. Moi, j'étais jeune, j'avais pas de financement, je ne savais pas comment faire. C'était vraiment, pour moi, très compliqué. 6 mois après, je vois sur Basse-Terre le premier, tenu par des personnes qui venaient de l'extérieur, ouvrir le premier bar à smoothie. Voilà. Donc ça m'a cassé les bras, vraiment. Je me suis dit, mais waouh, c'est comme ça qu'ils font. Au lieu de nous aider justement à évoluer dans le projet, donc ça m'a cassé les bras. J'ai été voir du coup le pôle emploi entreprise. J'étais reçue, d'ailleurs, j'étais très mal reçue par cette dame à l'époque qui m'avait dit, vu que je suis née en métropole, même si je suis originaire de la Guadeloupe et la Martinique, que je n'y arriverais pas. Attends, Ah oui.
Je suis ressortie de là en pleurant parce que elle m'a dit que je n'y arriverais pas, je n'ai pas assez de filon, que ici, que ici il faut connaître du monde pour pouvoir arriver à quelque chose. J'ai dit En fait, elle a c'est de ma faute, c'est de ma faute si mes 2 parents antillais m'ont fait en métropole et que j'ai choisi de venir vivre chez moi, c'est de ma faute. Donc du coup, maintenant, je suis ressortie encore les bras cassés, encore. Voilà. Et après ça, j'ai dit, non, Jessica, comme tu aimes aussi les difficultés, c'est pas grave, fonce en fait. Ce qu'elle t'a dit là, tu vas lui montrer que même sans filon, mais c'est con. Sans filon, tu vas y arriver. Et j'ai réussi sans filon, sans aucun filon. Et même mieux encore, j'ai réussi sans 1 euro dans ma poche dès le départ. J'ai commencé avec 0 euro. Putain, mais c'est mon salaire voilà. Qui me servait. Donc la répartition dont on parlait, je payais mes charges, etc. Je l'avoue, hein, ça m'arrivait même des fois de me dire, bon, cette petite facture-là, le sport, etc., c'est pas grave, hop, je le mets pour autre chose. J'ai fait des choix, c'est vrai, mais c'était pour faire rentrer un peu de sous pour pouvoir, voilà. Là, j'ai payé l'avocat pour les contrats de ceci. Là, j'ai fait cela. Là, au fur et à mesure, c'était comme ça. Chaque mois que je touchais mon salaire, bon, c'était pas un gros salaire, j'étais à 1008 ou 1007 ou 1008. Ben, chaque fois, je mettais, voilà, un peu. Et pour la création, pour la création, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, j'ai eu connaissance des chèques TIC ou TIC. Oui. Voilà, les subventions. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai remboursé tranquillement mes affaires. Comme j'ai bien remboursé, j'ai le droit à un deuxième. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, tout simplement. D'accord. Il doit y avoir un deuxième chèque TIC, c'est ça? D'accord. Ça, c'est une enveloppe que je dois réaliser aussi. Ok. Voilà. L'ARDA aussi, pour ceux qui... Voilà. Moi, j'ai réalisé l'ARDA et du coup, ils me l'ont versé également. Mais là, c'est le chèque TIC que je dois faire. C'est possible. Hein. En fait, ils regardent ton projet, bon, tu rembourses bien. Moi, j'avais remboursé la totalité, le projet continuait, etc. Donc, non, au contraire. Et puis, ça m'a bien aidé. Mais j'ai montré, j'ai prouvé, donc elle ne le sait pas, cette dame-là, mais... que déjà c'est bête de dire ça. Mais pourquoi elle dit ça? Je pense que voilà, elle projette ses peurs, ses croyances limitantes sur toi. Ah oui, sûrement, je sais pas. Oui, sûrement. Parce que je suis arrivée vraiment avec la âme de déterminer de réussir. Attends, je suis désolée, mais tu sais, tu dis ça, mais étant antillaise, née en métropole, c'est pas évident quand tu arrives ici au début. Hein. Dans quel sens? Parce que qu'est-ce que tu reçois comme... au début, c'était pas évident. C'est... en fait, moi, je viens de là-bas. Je suis née en métropole. Donc, du coup, c'est pas le même regard. Qu'est-ce qui les dérange, en fait? C'est ce qui les dérange, façon de parler, de te tenir, c'est déjà, quoi? Je pense. Je parle créole, hein. S'il faut parler créole, je parle créole. Mais... je sais pas, il y a un regard, les négropolitains, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais pris personne au-dessus. Parce que je viens de là-bas ou d'ailleurs. J'ai mes connaissances, j'ai mes choses. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'on voit quand même une différence. Il est vrai. Parce que quand je voyais à mon travail, en métropole, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en métropole, du coup, il y a une ouverture d'esprit qui n'est pas la même qu'ici. Clairement. Qui n'est pas la même, d'accord? On n'a pas là-bas, il n'y a pas les mêmes mentalités non plus qu'ici. Donc du coup, en fait, c'est juste que cette petite différence, quand tu l'amènes du coup ici parce que tu es toi, on te juge sur là où tu as vécu. Mais en fin de compte, c'est pas qu'on prend les gens de haut, c'est qu'on apporte une touche différente, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça a été difficile au début. Ah oui, mes 2 premières années, j'en ai bavé. Ouais. Ah oui. Mais j'ai fait 6 allers-retours. Ah ouais? En 2 ans. En fait, j'avais gardé mon appartement en métropole, que je continuais de payer, qui était vide. Mais parce que je n'étais pas sûre, en fait. Ouais, tu n'étais pas sûre. À l'époque, j'utilisais l'argent, ça s'appelait les ACDIC à l'époque, des ACDIC. Je payais mon loyer, je venais ici faire des remplacements. Enfin, je faisais que ça. J'ai fait 6 allers-retours en 2 ans. Et à chaque fois que je faisais un aller-retour, je me disais, mais... qu'est-ce que tu fais en métropole? Je me dis, c'est pas pour moi. Franchement, c'était pas pour moi du tout. Et puis, j'ai appris en fait à comprendre en fait
l'antillais, le guadeloupéen. Faut mon emploi. Hein. Voilà, j'ai appris à le connaître et puis on peut vivre tous ensemble. C'est juste qu'il faut beaucoup de tolérance par rapport aux autres. En fait, beaucoup de tolérance. On est du même sang, on est de la même couleur, on a le même parcours. Enfin, quand je dis le même parcours, on se comprend de manière générale. Nous. Voilà, c'est quand on regarde bien, voilà, nos antécédents, l'esclavagisme, tout ça, on est confrontés. Moi, j'ai reçu beaucoup plus de, je sais pas si on sort du cadre, mais moi, j'ai reçu beaucoup plus d'insultes racistes en métropole qu'ici. Oui. Ici, je vis pas ça. Donc, imaginez-vous quand j'arrive moi en tant qu'antillaise chez moi et qu'on me dit qu'au final, ouais, mais je viens de là-bas, mais ceci, cela. Non. Et des Antillais comme toi. Oui. Le disent. Oui, ouais. Exactement. Des Antillais comme moi. Alors que là-bas, c'était... Oh. Au final, tu sais même plus où aller. Tu sais même plus où aller. Puis après, tu te dis, bah écoute, on s'en fiche en fait. On s'en fiche des gens, on s'en fiche de qui pense comme ça. C'est pas tout le monde déjà. C'est pas tout le monde. Et puis avance. Et puis reste avec les semblables, tout simplement, les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont pas dans le jugement. Voilà, moi je fonctionne comme ça aujourd'hui. Hein. Mais très bien, bah, tu sais en fait, quand j'ai vécu à Montpellier, et le retour au pays était aussi compliqué, hein. Je voulais repartir. Hein. Tu vois ? Non, parce qu'en fait, je trouve que oui, ça se voit lorsqu'on a vécu en France hexagonale, et les gens en fait, quand ils le voient, ils ont l'impression d'être rabaissés, alors qu'on fait rien du tout pour les rabaisser. C'est exactement en fait. Le mot. On fait rien. En fait, et tu sais, il faut aussi accepter quand même les choses. Il faut aussi accepter qu'on a des retards sur certaines choses ici en Guadeloupe. C'est pas méchamment en fait. Et au contraire, moi j'aime voyager. C'est pour ça que la conciergerie, c'est aussi ça. C'est-à-dire que j'aime l'immobilier, j'aime recevoir et j'aime voyager. Et dans mes voyages, j'ai vraiment quand même déjà beaucoup voyagé, même si j'ai pas encore fini. Mais dans mes voyages, quand je rentre en Guadeloupe, en fait, sincèrement, il me faut au moins 10 jours pour pouvoir ne plus déprimer. Ah ouais. Ah oui. Parce qu'en fait, une bonne semaine, voire une semaine et demie, de me dire, ouais. Mais après, tu dis, oh, j'aime tellement mon île. C'est ça, en fait. Mais quand même, quand tu vois ce qu'il y a autour de toi, les évolutions, comment les gens pensent, comment les gens te respectent, comment les gens t'acceptent, comment les gens dialoguent, discutent, te regardent, en fait, tu te dis, mais il y a des petits efforts quand même à faire. On a des efforts à faire. Sur l'accueil. Voilà, sur l'accueil. Déjà, premièrement, c'est pour ça que je sais, c'est vrai que j'ai des bonnes notes sur l'accueil et tout. Ça, j'en dément pas. Moi, je sais accueillir. Voilà, moi, je sais accueillir, moi, attention. Hein. Mais non, il y a des efforts. Et en fait, il faut accepter que on a du bon. On a du très 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 bon chez nous en Guadeloupe, mais on a des choses qu'on doit améliorer. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter en fait. Il faut prendre la critique. Voilà, il faut prendre la critique. C'est productive en fait. C'est tout à fait. En fait, moi c'est comme ça que je le vois. Et en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal. C'est pas parce qu'on est chauvin de notre Guadeloupe que en fait tout est bon. Non. Tout n'est pas forcément bon et on l'amène pas en mode on prend les gens de haut. On l'amène en mode ça serait bien que ça se passe comme ça ou voilà. Moi, quand j'ai créé ma société, tu sais ce qu'on m'a dit ? Je distribuais mes flyers, des Antillais. Hein. Ils m'ont dit « Ah, vous travaillez pour qui ?» Alors, j'ai dit « Pourquoi cette question ?» Ils m'ont dit « Ah, ça c'est un blanc, ça. » J'ai dit « Mais je comprends pas, en fait, votre raisonnement. » Il m'a dit « Mais non, un projet comme ça, c'est pas un Antillais qui fait ça. » Ok. On dit « Ok. Waouh. » Tu vois, là... Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Pourquoi un Antillais, pourquoi un Guadeloupéen, un Martiniquais, je sais pas, ne peut pas créer ce genre de projet ? On se minimise tellement. Pourquoi ? On se réduit tellement. Ouais. Pourquoi ? Et je lui ai dit, madame, c'est dommage, votre pensée, c'est moi la créatrice de la société. La dame, ah bon, je pensais que... Je dis, mais non, il ne faut pas penser comme ça. C'est vrai que, de manière générale, quand on voit les dirigeants, bien souvent... On est représenté par d'autres personnes que, on va dire, les typiques Guadeloupéens. Mais on est capable. Ben oui. On est tous capables. Exactement. Voilà, mais il faut perdurer, il faut persévérer, il ne faut pas être fainéant, il faut être à l'heure, il faut être ceci. Il y a des choses
qu'il faut mettre un peu au bout du jour. Quand tu reçois quelqu'un, tu la regardes pas en mode tu la déranges. Tu vois, c'est des choses que oui, l'antillais est peut-être comme ça, mais c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit le rester, en tout cas dans un certain cadre. Ça, c'est vrai. Et dans beaucoup de domaines. Dans le médical, dans le tourisme, dans la restauration. Voilà, donc c'est plutôt ça. Donc je sais plus ce qu'on disait, mais en tout cas, moi j'aspire vraiment à apporter en fait cette fraîcheur par rapport à ma conciergerie. Et ça fonctionne plutôt bien en tout cas. Tes 10 sur 10 le prouvent, hein. Je ne vise que des 10. Je ne vise que des 5 sur 5 sur Airbnb. Et pareil sur mon compte Google, aussi sur ma page Google. Pareil, je suis à 4,9, ça n'existe pas le 5 parce que la perfection n'existe pas. Je ne veux pas être catégorisée comme parfait, ça c'est impossible de toute façon. Parce que j'ai fait des erreurs, et j'en ferai encore. Mais ça fait partie du côté humain, c'est partie de... Pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on ne fait pas d'erreur. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je vise l'excellence, c'est-à-dire je veux atteindre quelque chose de bien. C'est ça. Voilà, c'est... L'excellence. Oui, pour moi c'est important. J'essaie quand même d'être un peu souple, parce que des fois je suis un peu, même aussi dans la vie de tous les jours, il faut un peu de souplesse. Mais c'est bien aussi quand on vise... par rapport à mon pourquoi, je dois viser l'excellence. Et c'est pour cela aussi que parfois, c'est compliqué de trouver un associé, quelqu'un, un bras droit, qui résonne pareil, qui résonne excellence. C'est la question suivante ou Ah mon Dieu, ouais, ça c'est compliqué là. Ça a été une de mes... Alors... C'est dur à dire parce que je suis filmée et qu'il faut parler, mais pour moi, ça a été ma plus grosse erreur. Ok. Dans mon parcours d'entrepreneuriat. J'ai laissé parler l'émotion avant le business. Et grosse erreur. Quand on est dans la même vision, à peu près les mêmes pourquoi, parce qu'on n'a jamais les mêmes pourquoi, ça peut aller, on va toujours trouver une solution, mais quand on est dans des opposés et qu'on s'associe, non mais ça a été ma plus grosse erreur parce qu'en fin de compte, j'ai pu à un moment donné donner une mauvaise image de moi et de ma société, donc heureusement ça n'a pas duré longtemps, mais quand même ça suffit quand même pour que moi ça m'affecte, parce que je me suis associée malheureusement pas au bon associé, et parce que surtout j'ai pris du temps à accepter que c'était pas bon en fait. J'ai pris du temps parce que quand tu t'associes avec la personne avec qui tu vis, c'est très compliqué, c'est très très dur, surtout s'il y a séparation, s'il y a désaccord, ou si tout simplement on se rend compte que la personne n'est pas entrepreneur. C'est ça. Si la personne n'est pas entrepreneur, elle a le droit en fait de ne pas être entrepreneur. On est OK avec ça. Moi je suis entièrement... Alors là, moi je suis là... Je suis OK sur le fait que chacun doit être comme il est. Mais il ne faut pas en fait donner des espoirs aux gens ou faire comme si tu vas être là et qu'au final, ça freine le truc. Ça freine et... Ça freine, ça affecte, et du coup, un chef d'entreprise qui est affecté émotionnellement parlant, c'est un chef d'entreprise qui n'a pas de bons résultats. C'est ça. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai eu une période de flop. Ça a été très dur. Ça a été vraiment très, 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 très dur. Je savais que j'allais m'en sortir. Je ne savais pas quand, mais je savais parce que moi, comme je t'ai dit, tout est cyclique dans la vie. Ouais. Il n'y a rien de figé. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais me sortir de là, mais il fallait que ça se fasse. Il fallait vraiment que ça se fasse, et s'associer avec quelqu'un, du coup, que ce soit un associé vraiment direct ou s'associer avec des partenaires, c'est quand même quelque chose. C'est pas rien en fait. C'est pas rien. C'est pas rien parce qu'en fait, c'est ton image. Exactement. Déjà ton image, toi, Jessica, parce que déjà en plus moi par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'au tout début, c'est vrai que j'ai fait un burn-out des réseaux sociaux, mais c'est vrai que l'image de J'aime louer c'était Jessica déjà de base, donc l'image de Jessica ça compte, l'image de la société
et l'image des résultats. Donc tout ça, c'est quelque chose. Donc quand tu t'associes en fait avec des personnes, même là par exemple, un exemple tout bête, hein, c'est un oui direct. Parce que je sais là, aujourd'hui maintenant je prends le temps, c'est pour ça que je parle d'analyse, on parlait d'analyse tout à l'heure, sans émotion. Là c'est oui parce qu'il n'y a pas d'émotion, c'est un oui parce que j'ai vu en fait vers quelle direction on allait. Mais tu peux pas, par exemple, faire des interviews. Avec tout le monde. J'ai des demandes. Hein. J'ai des demandes. Mais tu peux pas dire oui à tout le monde parce qu'en fin de compte, c'est une association. Cette association-là, la personne, si ça correspond pas forcément à mes visions, mes valeurs ou ce que je veux amener, ben c'est pas possible. Donc la moindre petite collaboration, donc la moindre petite association, pour moi, elle doit être analysée correctement. Voilà. Après, tout le monde a droit à l'erreur. Hein. Tout le monde a droit à l'erreur. Mais quand on a le droit à l'erreur, c'est qu'on veut rebondir. C'est ça. Quand une erreur se répète, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. D'accord. J'aime beaucoup aussi cette citation. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Ok. Et en fait, tout à l'heure, tu as parlé de flyers, tu as distribué au début des flyers pour te faire connaître. Oui. Tu as fait quoi d'autre pour avoir ta première cliente Alors, qui t'a les discuté? flyers, c'était dans le J'aime louer 1. Ok. Je n'ai fait aucun flyers. En fait, j'ai fait aucune réelle grosse pub ou com pour la conciergerie. Ça s'est fait vraiment voilà, j'ai juste communiqué en story. Enfin, c'était très furtif. Hein. Nouveau site internet. Ah oui, nouveau site internet, parce que ça aussi, il fallait que ça change aussi. Donc, justement, mon deuxième chèque TIC ou TIC, je sais pas comment on dit, il a servi justement à refaire un autre site. D'accord. Pour justement la conciergerie, etc. Et du coup, j'ai communiqué juste sur le lancement de ce nouveau site, lancement de nouveautés, J'aime louer, etc. Et en fait, tout de suite, comme on nous connaissait déjà par rapport à l'ancien J'aime louer, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent encore que c'est l'ancien J'aime louer. Hein. D'accord. Des gens que je rencontre comme ça, qui n'ont pas vent forcément de ce qui se passe pour J'aime louer, qui pensent encore que c'est l'ancien J'aime louer. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas fait vraiment de grosses communications en fait, parce que dès qu'ils ont vu que je me lance dans la conciergerie, oh là là, c'était comme si merci, ouf, super, ok. Voilà. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'ils attendaient. Donc pour moi, c'était génial. D'accord, Voilà. top. Et quels ont été en fait tes principaux défis à tes débuts, justement? Alors au début de quoi? Au début de la conciergerie ou vraiment? Conciergerie. Là, on va parler alors de la au début de la conciergerie, Il y a eu l'association déjà. Association par rapport à quoi? Non, il y a eu déjà en fait ton associé, c'est ça. Et il y a eu quoi d'autre Oui, alors en défi, c'était du coup de collaborer avec les bonnes personnes. Hein. Ça, c'était déjà très compliqué, du coup, surtout notamment par rapport à l'entretien et le ménage. En défi, ça a été la gestion du stock. Des différentes draps. Des draps, ok. La literie. La literie. Ça, c'est je crois que même dire le mot drap, je le vois en anglais, je le vois en français. Ah ouais. Le mot drap, là, je le vois dans toutes les langues, là. Okay. Mais ce mot-là, en fait, pour moi, ça a été mon plus gros défi, ma plus grosse horreur. Okay. J'ai fait un très mauvais choix de départ et je conseillerais à toutes les conciergeries aujourd'hui de faire en sorte que dans le nouveau logement en fait, qu'ils ont en gestion, ou alors s'ils font appel à du monde pour gérer ça, que ce soit stocké dans le logement. Ok. Si c'est un petit espace, un petit appartement, on achète une malle qui se ferme à clé, qu'on met dans une armoire, etc., où on peut stocker. Parce que quand tu dois sortir le drap, la literie, les serviettes, etc., et que tu as plusieurs logements, c'est une gestion horrible. Moi, ça allait parce que j'étais sur le terrain, je connaissais par cœur le liseré, l'étiquette, la couleur de chaque logement. Okay. Donc, ça veut dire que tu pouvais me sortir une serviette, je te disais, hop, tel appartement.
hop, tel appartement. Ok. Moi, je connaissais par cœur. Mais je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. En fait, quelqu'un qui me remplace, il fait comment? C'est ça, faut penser à la Qui peut me remplacer? En fait, parce que moi, je vais pas faire toute ma vie, je vais pas... qui saura, hop, ça, c'est à tel client. Donc du coup, j'ai travaillé en collaboration avec une blanchisserie, très très bien, locale, parce que pour moi c'est très important de travailler d'abord avec des entrepreneurs locaux en premier et professionnels et travailleurs et sérieux. Donc cette blanchisserie au top du top, hein, franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils sont super, à Pointe-à-Pitre. Ok. Et je sais pas si on peut... Vas-y. Oui, là. Ah, ils sont super. C'est une petite blanchisserie, mais en tout cas, voilà, c'est la qualité. Il vaut mieux un peu plus cher plutôt que des enfin, Bon, une usine à gaz, quoi. Une usine à gaz, voilà, j'ai donné des noms, excusez-moi. Enfin, des... Voilà, on met un pipe, un petit bip, un truc, voilà. Mais en tout cas, des usines à gaz où en fait, j'ai déjà remplacé, pas que je me perde, mais en tout cas juste en aparté. J'ai une cliente, parce que j'ai des clients à l'année, mais j'ai des clients aussi ponctuels. Les 2 villas que j'ai en gestion pour cette cliente, je suis toujours dit, je dis, écoute, tu es obligé de louer les draps de chez eux, parce qu'il y a des trous. C'est froissé. Il y a des trous. Oh oui, il y a des trous. Ah ouais. Et elle me disait oui, mais bon, voilà. Attends, les gens payaient super cher la villa. Moi, franchement, ça me gênait vraiment parce que elle était quand même, voilà, elle avait à cœur de bien accueillir ses clients, etc. Mais pour les draps, de faire l'impasse sur ça, non, quoi. Et moi, quand je faisais les lits, j'essayais de trouver une astuce pour cacher le trou en dessous du truc, ou tirer plus par là et cacher le trou. C'était trop gênant parce qu'en fin de compte, ces gens-là, je voulais pas qu'ils sachent que j'aime louer. Hein. Des fois, ça m'arrivait en fait, quand je faisais l'accueil du coup de ce client-là, je mettais pas mon t-shirt j'aime louer. Parce que je voulais pas qu'on dise que... Ton image encore. Oh non, t'imagines, c'est pas possible. Et bah du coup, bon, revenir à cette blanchisserie qui voilà, c'est la qualité, les linges sentent bon, s'il y a un petit défaut, ça peut arriver, ben, ils rectifient. Et du coup, donc du coup, dans mes défis, c'était ça. C'était m'organiser par rapport à la gestion de la literie. Donc au tout début, c'était du n'importe quoi. Ensuite, du n'importe quoi, c'est devenu plus structuré avec cette blanchisserie-là. D'accord. Donc j'avais un sac de linge sale du coup par logement. Donc pour les filles qui travaillaient pour moi à l'époque, elles prenaient le sac en question. J'avais mis l'étiquette plastifiée et elles savaient que c'était dedans. Et j'emmenais en blanchisserie, etc. Ça. Et aujourd'hui, maintenant que je ne fais plus appel à aucun intermédiaire, en tout cas un prestataire de ménage pour l'instant, etc., je demande à ce que mon client mette à disposition pour moi des malles, ou alors si c'est une villa, un endroit où c'est fermé à clé, pour que tout soit stocké au même endroit. D'accord. Voilà, comme ça, c'est la gestion un par un de chaque logement. Voilà, c'est tout. Et pas plus. Ok. Voilà. Et si ça doit être là, il y a des clients qui ne veulent pas de la blanchisserie, qui veulent laver sur place. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est fait sur place et du coup, c'est rangé directement. Super. C'est un gain de temps, d'énergie, de stress en moins, de tout en fait. Vraiment. Donc c'était le défi pour moi le plus important. Okay. Je te remercie Jessica. Ça a été super enrichissant. Cette session. Et je te propose qu'on réalise une partie 2. Ouais, avec plaisir. Ouais, parce que j'ai encore d'autres questions à te poser, des questions aussi super importantes. Donc ouais, rendez-vous à la partie 2. Ciao les amis.